Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire Les affaires sur les technologies de l'information. Je suis Catherine David, gestionnaire de contenu aux événements Les affaires. J'aurai le plaisir de vous accompagner en tant qu'animatrice pour la période de questions qui va être à la fin de la présentation. Mais avant de débuter, permettez-moi de vous fournir quelques conseils pour assurer le bon déroulement de cette session. Tout d'abord, si vous êtes à la maison, je vous recommande de limiter l'utilisation d'Internet pour la durée du webinaire afin d'assurer une bonne connectivité. En cas de difficultés techniques, vous pouvez contacter le soutien de PQM en cliquant sur l'icône en bas de la page. Pour poser des questions aux conférenciers, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton à cet effet. Nos experts auront le plaisir de répondre à quelques-unes d'entre elles à la fin de la présentation. Et finalement, je vous demanderai de ne pas oublier de remplir le sondage avant de quitter la page en cliquant sur le bouton qui s'affichera à l'écran. Alors, nous sommes ravis d'accueillir notre partenaire Novipro pour ce webinaire intitulé Portrait TI 2023, les dernières tendances du marché. Il vous permettra, entre autres, d'apprendre davantage sur les TI, de profiter de la primeur de l'étude pour être en avance sur le marché et de préparer l'avenir dès maintenant en connaissant les futures tendances. Ce webinaire est présenté par trois experts de Novipro. Éric Cottenet, concepteur de solutions pré-vente infrastructure, Martin Pelletier, chef de la stratégie, et Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation. Alors, avant de commencer, voici un bref résumé de vos présentateurs. Éric Cottenet, professionnel du secteur des TI, possède plus de 25 ans d'expérience en tant que concepteur de solutions d'entreprise. Il guide les organisations dans leur transformation numérique en proposant une gamme de solutions telles que la virtualisation, le stockage, l'intelligence artificielle et l'industrie 4.0. Grâce à son expertise et à sa vision de l'avenir numérique, Éric est reconnu pour sa capacité à positionner les entreprises à la pointe de la technologie dans un monde en constante évolution. Martin Pelletier est un professionnel chevronné, possédant plus de 25 ans d'expérience en TI, dont 20 ans au sein de Novipro, où il occupe désormais le poste de chef de la stratégie. En tant que leader visionnaire, il anticipe les tendances et les défis du marché des TI. Son approche collaborative et orientée vers les résultats contribue au succès et à la croissance durable de l'entreprise. Martin incarne l'excellence en leadership corporatif et joue un rôle clé et engagé dans l'industrie des TI. Pour sa part, Pierre Tocci est un expert conseil en stratégie de transformation des TI, fort de plus de 25 ans d'expérience, dont 11 ans chez Novipro. Spécialisé dans la modernisation des processus TI et l'adaptation de technologies de pointe chez les clients, il offre une expertise inestimable pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de TI. Travaillant en étroite collaboration avec les directions d'entreprise, Pierre aligne les objectifs TI sur les stratégies commerciales afin d'optimiser l'efficacité. Avec sa vaste expérience, Pierre est un partenaire privilégié pour les organisations qui cherchent à maximiser leur potentiel stratégique grâce à l'optimisation des processus et des technologies de pointe. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Pierre Tocci. Merci, Catherine. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et oui, le portrait TI en est à sa 7e édition depuis 2016. C'est devenu une référence incontournable pour comprendre le portrait TI canadien. Cette année, nous avons eu plus de 600 répondants qui sont des décideurs TI et d'affaires. Vous allez trouver dans l'étude des comparatifs annuels, vous allez comprendre les priorités en investissement, en adoption des TI et aussi des enjeux de cybersécurité. Quelques faits saillants, on a vu une baisse des investissements technologiques. D'ailleurs, c'est la plus faible intention en 7 ans. On va en discuter un petit peu plus tard. Diminution des mises à jour de sécurité malgré l'application des lois C25 et C27 qui vont responsabiliser les entreprises versus les données de leurs clients. Et aussi, il y a eu un ralentissement des investissements TI dû notamment à l'inflation, pénurie de main-d'œuvre et aussi les tensions géopolitiques. Donc, nous allons aborder cette conversation avec mes collègues en 4 grandes thématiques, soit la baisse des investissements en technologie, la diminution des investissements et des pratiques en solutions de sécurité,
le ralentissement des mises à niveau en solutions technologiques et aussi l'amplification et la complexisation des enjeux de main-d'œuvre. Donc, abordons notre première thématique avec mon collègue Martin Pelletier, qui est la baisse des investissements technologiques. Bien, merci Pierre. Effectivement, c'est à ma grande surprise de constater qu'il y a encore une baisse cette année. Je veux juste faire un correctif, Pierre. Je veux surtout pas te mettre sur le spot, mais c'est dans les 6 dernières années qu'on voit la plus forte baisse parce qu'on a commencé en 2018 à poser cette question-là au niveau des entreprises. Fait que c'est important de noter que lorsque la pandémie a frappé, plusieurs entreprises ont mis une pause sur beaucoup de projets ou certains projets pour faire face au télétravail, mais aussi mettre une pression énorme au niveau de la sécurité informatique. Malgré cela, on pensait qu'après la pandémie, ça pourrait peut-être revenir, mais ça semble, les données font que ça, on voit encore une baisse, puis la plus notable cette année. Bien que la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de recrutement ou de rétention puisse avoir un impact sur les résultats, il semble que l'inflation est un facteur qui influence nos décisions en termes d'investissement et d'investissement technologique. D'ailleurs, Étant donné... Oui. Ouais, excuse-moi, Martin. D'ailleurs, les investissements technologiques, en fait, tu vas en parler un petit peu plus tard, on a eu un focus sur 3 silos technologiques. Mais avant ça, on a une proportion des secteurs des entreprises qui doivent repenser à leurs décisions. Effectivement, comme qui est inscrit sur la slide, merci Pierre. 69% des entreprises envisagent de revoir leur investissement en raison de l'inflation. L'étude révèle que les 2 secteurs les plus touchés sont le secteur manufacturier et le secteur financier. Par contre, je serais curieux de voir si on poserait la question aujourd'hui, parce que le sondage a été fait pendant la période du 6 au 26 mars, parce que la semaine dernière, on apprenait qu'il y avait encore une augmentation du taux directeur. Il y a 2 semaines que certaines institutions financières ont grossi leur provision pour se protéger contre ceux qui ne pourraient peut-être pas être en mesure de répondre à leurs obligations, comme le paiement des hypothèques. C'est ce qui m'apporte à croire que l'inflation joue vraiment un rôle important dans les investissements. Donc, comme je mentionnais, Martin, l'étude a découpé les investissements en 3 silos technologiques. Que peux-tu nous en dire de plus? Bien, lorsqu'on fait le sondage, on subdivise quand même dans 15 sujets d'investissement qui couvrent les grands secteurs des tendances technologiques. On parle de l'info-nuagique aller jusqu'à le blockchain. Cette année encore, c'est sans surprise que les 3 piliers où il y a le plus d'investissement, ça va être les solutions info-nuagiques, les solutions d'infrastructure, puis les solutions de sécurité. Par contre, ce que je trouve encore là, qui est une statistique qui parle beaucoup, si on se compare en 2020, les investissements d'info-nuagique tous ont baissé, mais l'info-nuagique est passé de 24 si on compare à 20 à 38 en 2020. Les solutions d'infrastructure, la même chose, de 19 versus 28 en 2020. Et, fait étonnant, la sécurité versus 17 versus 25 en 2020. Reste que ça parle, c'est des données, c'est probant, on fait juste pouvoir les interpréter. Merci, Martin. Maintenant, passons à notre deuxième thématique, qui est la diminution des investissements et des pratiques en solutions de sécurité. On va discuter avec mon collègue Éric, qui fait souvent face à ces défis en tant que concepteur de solutions. Oh, excusez-moi, trop vite. Donc, effectivement, bon, j'y suis. OK. Bon. Donc, effectivement, du côté de la sécurité, il y a 3 enjeux majeurs qui influencent, je dirais, les pratiques. C'est naturellement le télétravail qu'on a tous embarqué durant la pandémie. Mais aussi la pénurie de main-d'œuvre fait que nos pratiques changent. Notamment, on a de plus en plus des gens qui viennent de l'extérieur, pas juste de la province, mais des fois du pays aussi. Et aussi les tensions internationales. On a vu qu'il y a eu énormément d'ingérence ou d'attaques venant, par exemple, des pays de l'Est comme la Russie sur des sites canadiens, ce qui fait que beaucoup de pays, dus aux tensions, ont décidé finalement à 43% dans ce cas-ci de modifier leurs pratiques de sécurité.
Ouais, et c'est ce qui fait que les cyberattaques, c'est vraiment dans les pages de front de toutes les nouvelles maintenant. Exactement. Éric, on parle de cyberattaque, on va parler de résilience, mais dans tout ça, je crois que la formation en entreprise, elle est primordiale. Donc, au niveau de la formation, quels sont les piliers dans l'étude? Écoute, ça, premièrement, ce sont des statistiques qui m'inquiètent parce que c'est définitivement pas assez. Quand on se dit 41% seulement des entreprises vont investir dans dans la confidentialité des données, ça veut dire que seuls 41% seulement vont respecter, je dirais, la loi C25 ou C27. C'est vraiment trop peu. Surtout quand on sait, on va le voir plus tard, l'impact de ces lois-là. 33% en sauvegarde. Ça veut dire aussi que presque 70% des clients auront une cyber-résilience qui sera déficiente. 29% en sensibilisation et 26% en vulnérabilité. Il faut savoir que la cyberprotection, c'est un combat de tous les jours, comme le titre le dit. Il faut systématiquement investir dans la formation si on veut être efficace contre les pirates qui sont de plus en plus informés, mais surtout très en avance au niveau technologique. On ne peut pas jamais baisser les bras pour être prêt à se défendre. Éric, j'aimerais revenir sur le 29% en sensibilisation et je crois que ça fait vraiment partie de la formation. Ici, chez Novipro, lorsqu'on parle de sensibilisation, on ne parle pas d'écouter une vidéo YouTube ou lire un texte. Pour nous, c'est pas de la sensibilisation. C'est surtout de mettre en place des programmes qui font qu'on a un meilleur comportement, ce qu'on appelle une cyberhygiène. Éric, comment est-ce que ça fonctionne, un programme de sensibilisation à la cybersécurité? En fait, il y a plusieurs méthodes, mais une des bonnes méthodes que je trouve qui fonctionne très bien et qu'on utilise, nous, à l'interne chez Novipro, c'est la simulation. Une simulation d'attaque, c'est que tu valides justement ou tu testes ta forteresse. On fait, par exemple, chez Novipro, des tentatives de phishing ou de pourriel et on valide justement le succès de ces tentatives d'attaque, ce qui nous permet de avoir un score qui nous permet de valider si on est plus ou moins bon. Et là-dedans, ce n'est pas de valider qui s'est fait avoir. L'objectif, c'est de donner la bonne formation aux employés pour être sûr que tout le monde maîtrise, mais surtout puisse avoir la sensibilité de valider si un courriel, par exemple, est valide ou pas. Puis ça, c'est très important, c'est de détecter à la lecture du courriel si je suis en danger ou pas. Ouais. Donc, la sensibilisation, c'est vraiment de mettre les gens en situation de test. On a un courriel qui semble bon, on clique dessus et on vient de se faire avoir. Donc, le programme va nous apprendre à pas se fier nécessairement au courriel, mais aller un petit peu plus loin. Éric, on parle aussi de sécurité au travail, mais ici, on ne parle pas d'une sécurité d'entrée dans l'édifice, là, mais c'est surtout une sécurité informatique logique. Donc, dans l'étude, il y a 3 grandes tendances qui ont émergé. Elle était quoi? Alors, 58% exigent un VPN sécurisé. Ça veut dire qu'une entreprise sur deux ne protège pas correctement son réseau privé. Mhm. Moi, je trouve ça très alarmant. 32% utilisent un logiciel de gestion des identités fédérées. Ça veut dire aussi que la gestion des accès peuvent être déficientes parce que lorsqu'on utilise plusieurs mécanismes d'authentification, ça ouvre la capacité à des gens de l'exploiter. 33% demandent l'autorisation avant de télécharger des applications. Ça veut dire aussi que presque 70% des employés, ou des entreprises plutôt, laissent leurs employés à installer n'importe quoi quand ils le veulent. C'est plus que préoccupant. Oui, d'ailleurs, c'est exactement les situations que les acteurs malveillants recherchent pour s'infiltrer. Donc, ils prennent avantage de nos faiblesses en comportement. Exact. Et notamment dans l'envoi de courriels, par exemple, avec des attachements. Fait que moi, le message que je peux vous dire, c'est que si vous êtes sécure et que vous avez fait vos travaux, assurez-vous que les partenaires avec qui vous travaillez ou vos clients utilisent une bonne gestion de sécurité parce que eux peuvent être la porte d'entrée chez vous. Absolument.
Nous allons maintenant discuter, Éric, de la loi C-25 et C-27. D'ailleurs, depuis 2022, au Québec, les entreprises sont redevables versus la C-25 et bientôt la C-27. Éric, peux-tu nous expliquer les grandes lignes de ces deux lois? Bon, moi, je suis content que ces lois soient arrivées finalement en Amérique du Nord. On le sait qu'en Europe, par exemple, il y a eu beaucoup d'avancées, notamment GDPR, etc. L'Europe a fait énormément un bond, je dirais, du côté de la protection de tout ce qui est de la numérisation, etc. Aujourd'hui, du côté provincial, vous le savez, on a la loi C-25 qui est entrée en vigueur l'année passée et la loi C-27 du côté fédéral, donc qui s'attache à tout ce qui est canadien, pour tout ce qui concerne les données personnelles. Donc, pour aller très vite, les données personnelles, c'est tout ce qui ne se retrouve pas dans votre carte d'affaires, par exemple. Donc, on se doit finalement de protéger presque tout et s'assurer que personne n'accède à ces données-là. Mais une des priorités en fait, il y a je dirais, deux items qui sont importants dans ces deux lois. La première, c'est la transparence qu'on demande finalement aux entreprises. Les entreprises ont l'obligation maintenant de divulguer s'il y a eu une fuite de données. Pourquoi? Ben parce qu'il faut permettre aux gens qui ont eu des données personnelles volées d'aller se protéger, notamment en faisant des requêtes du côté des bureaux de crédit, en se protégeant du côté des assurances. Donc, c'est important de ne pas avoir un vol d'identité. Il faut annoncer et être transparent et dire aux gens, j'ai eu un vol d'identité ou j'ai eu une fuite de données. S'il vous plaît, prenez les moyens de vous protéger. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item, ben, c'est de faire la chasse aux gens qui sont délinquants, dans le sens où les entreprises qui ne font pas leur travail ou leur devoir comme il faut, de protéger justement ces données-là, ben, il y aura aujourd'hui des pénalités. Ça, c'est important parce que ça donne du mordant à la loi. Ce n'est pas une loi factice ou une loi bidon, c'est une loi qui va pénaliser les gens qui sont délinquants et on va demander aux entreprises qu'elles fassent vraiment leur devoir. Absolument. De là, la nécessité d'avoir une bonne hygiène cybersécurité pour se prévenir, se protéger contre les acteurs malveillants. Exactement. Messieurs, appel à tous. Appel à tous. L'étude démontre que 57% des entreprises sondées ont payé la rançon. Pour ou contre, messieurs? Ben, je vais me permettre de commencer. Je vais dire, je vais être contre. Parce que 57 encore là, cette donnée-là est vraiment fantastique. C'était 56 l'an passé, ça a augmenté d'1 %. Ça veut dire qu'on encourage la, on va dire la business ou la pratique d'affaires de vouloir attaquer nos entreprises. Et sérieusement, je trouve ça inquiétant. L'autre point où ce que je peux peut-être ramener, puis je vais le dire de façon imagée, Pierre, si tu me permets, tu sais, les compagnies ont beaucoup investi, les entreprises ont beaucoup investi pour se protéger des périmètres. Je veux pas que quelqu'un rentre, je vais mettre telle chose. Ça, c'est comme, je m'achète une maison, je me mets une porte blindée, mais ils viennent m'attaquer avec un tank. Et un coup que le tank est rentré, ben, je suis fait. Ça veut dire que si tu as payé, tu n'étais pas prêt à recevoir une attaque. Les périmètres, c'est juste tu bloques, mais tu n'étais pas prêt à y répondre. Puis ça, sérieusement, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Autrement dit, tu ne l'as pas vu venir. Mais où tu pensais qu'elle n'allait pas venir, mais pas de cette bonne façon-là, mais quelle surprise pour moi de voir ça. Ouais, mais d'ailleurs, Éric, c'est là que la cyber-résilience prend tout son sens. Tout à fait. Puis ça fait suite justement à la donnée qu'on avait tout à l'heure que 33% seulement des entreprises décidaient d'investir dans la solution de sauvegarde. On le sait beaucoup, justement, que souvent, on néglige la partie cyber-résilience. Qu'est-ce que ça veut dire, la partie cyber-résilience? Ça veut dire qu'une fois que je me suis fait attaquer et que finalement, un pirate a, par exemple, encrypté toutes mes données pour avoir une rançon, mais en théorie, ma cyber-résilience devrait me ramener les données pour que je puisse revenir en vie sans avoir besoin de payer la rançon. Ce qui veut dire que finalement, si 57% des entreprises payent la rançon, c'est parce qu'effectivement, ils avaient une stratégie de sauvegarde qui était extrêmement déficiente. Si on a seulement 33% des entreprises qui veulent investir en sauvegarde, ça risque en fait, les pirates vont avoir beaucoup de succès dans les prochaines années pour récupérer de l'argent encore. Et ça fait tout de suite, je dirais, à ce qu'on appelle la continuité des affaires. C'est pas seulement avoir
c'est pas seulement se protéger pour empêcher les gens d'entrer, mais c'est avoir un bon plan de recouvrement qui fait la globalité pour la continuité des affaires. Exact. Mais quand on parle de plan de recouvrement ici, c'est des activités d'affaires. D'ailleurs, chaque fois que je fais un audit ou un plan de gouvernance, analyse de risque en cybersécurité, je dis toujours aux clients, on a 3 types de clients. On a les clients qui l'ont vécu et ça n'a pas été très amusant. On a des témoignages et je suis convaincu ici dans l'audience, vous connaissez quelqu'un qui a vécu. Il y a aussi la deuxième gamme de clients, ceux qui sont en train de le vivre en ce moment. Ça se peut qu'on en connaisse aussi. Et le troisième type de client, c'est ceux qui ne savent pas que c'est en train de se tramer. Il y a 3 types. Donc, pour ceux qui ne savent pas que c'est en train de se tramer, si vous vous dotez d'une assurance cyberassurance, les assureurs vont vous demander de mettre en place un plan de continuité des affaires. C'est inévitable maintenant. Si ce n'est pas arrivé, ça va arriver. Martin, commentaire? Oui, encore là, je reviens toujours, je suis extrêmement surpris, mais il y a des moyens très simples de pouvoir pallier justement à ça. Si on parle juste d'hygiène informatique, l'hygiène informatique, c'est de s'assurer que la dernière version sur tes équipements ou logiciels ou peu importe soit mise à jour. Parce qu'il y a un breach de sécurité, souvent le manufacturier va offrir une mise à niveau pour pouvoir se protéger. C'est primordial de faire ça. La deuxième, on en a parlé, c'est formation, sensibilisation. Cette année, c'est la première année que la menace vient de l'externe. Les années passées, c'était toujours la menace venait de l'interne. On voit que ça porte fruit de faire de la formation et de la sensibilisation au sein des entreprises. Et je peux me permettre, Pierre, dans d'autres statistiques qu'on a eues dans la bonne pratique de cybersécurité, 30 vont vouloir investir pour faire un audit. 31 ont fait un test de relève il y a moins d'un 31 ont fait un test de relève il y a moins d'un an. Fait que, si tu te fais attaquer et tu ne te pratiques pas à vouloir te relever, ça vient avec ton plan de continuité des affaires sur lequel tu travailles. Pour moi, c'est des choses très simples qui te permettraient justement de ne pas payer une rançon lorsque tu te fais attaquer. Ouais. Malheureusement, c'est plus de la fiction, c'est de la réalité dans un contexte d'affaires. Parce qu'on est tous au niveau web, Internet, numérique. Tout le monde. Allons-y d'un côté un petit peu plus positif, devrais-je dire. Donc, discutons maintenant de notre troisième thématique, soit les solutions technologiques qui sont peu exploitées. Je dis toujours positif parce on peut prendre ça avec une objectivité. Martin, je te lance la balle maintenant. L'étude nous dit que 18 des entreprises pensent qu'elles n'investiront pas en intelligence artificielle. Est-ce qu'on a manqué le bateau, bien que Montréal soit la plaque tournante de l'intelligence artificielle? Pierre, je te le dis, je te le répète, quand on a discuté de cette diapo-là, tu m'amènes dans un terrain très glissant, OK? Quand, tu sais, on va se le dire, quand ChatGPT est arrivé, où il y a le lancement, ça nous a lancé en plein visage c'était quoi les algorithmes d'intelligence artificielle. On s'en passe c'est des algorithmes qui sont en arrière, mais ça l'a changé et bousculé nos vies personnelles parce qu'on a accès maintenant à un assistant conversationnel qui peut t'aider. Mais dans l'étude, on voit que juste 13 des entreprises canadiennes qui veulent investir d'ici 2 ans dans l'intelligence artificielle, comparativement à 36 en 2019. Puis malgré le fait que chaque entreprise qui a investi ont eu un retour sur l'investissement pour avoir implanté ces solutions-là. Parce que la statistique démontre dans l'étude que juste 3 des entreprises qui ont investi en solutions d'automatisation, pas d'automatisation, mais d'intelligence artificielle, n'ont pas vu. Donc, ça aide les entreprises. C'est sûr que ça va les aider. Mais, comme je te dis, c'est toujours un terrain glissant. Quand je vois que 18 qui pensent que ça ne les affectera pas leur industrie, puis qu'il y a une baisse d'investissement, que ce soit l'inflation, le manque de main-d'œuvre, je pense que les entreprises doivent aller chercher de l'assistance pour bien évaluer. Parce qu'avant de partir un projet, tu veux juste t'assurer que ce que tu vas faire, tu vas avoir un rendement. Et je pense qu'ils ont besoin de services d'assistance et je pense qu'on est capable de les éclairer à faire un bon choix. D'ailleurs, un petit peu plus tard, on va discuter d'un petit peu d'intelligence artificielle pour que les gens comprennent que c'est pas nécessairement juste un chat GPT, l'intelligence artificielle.
Exact. Mais par contre, tu sais, on voit quand même que des grandes entreprises qui prennent le virage. Oui, absolument. D'ailleurs, le virage a commencé à s'amorcer il y a quelques années, puis ça a débuté avec l'automatisation. On voit ici que l'étude nous démontre que 23 des entreprises désirent remplacer des tâches manuelles par de la technologie. Qu'est-ce que l'automatisation? En fait, c'est de rendre des tâches manuelles informatisables, on pourrait appeler ça comme ça, par des automatismes. Mais il faut se régler que plus on va avoir d'automatisme, plus l'automatisme va générer des données. Donc, si on génère des données, l'intelligence artificielle peut se nourrir des données puis faire quelque chose avec. Okay? Donc, lorsqu'on voyait tout à l'heure que 18 des entreprises ne jugent pas que l'intelligence artificielle aurait un bénéfice pour eux, ben, ils sont peut-être à une étape, on pourrait dire, aidons-les à moderniser et de là, on va générer des données, on va simplifier les processus, on va pallier à certains manques de, de personnel qualifié et on va pouvoir se qualifier ou utiliser l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Martin, dans ton domaine avec IBM, je crois que tu as de bonnes explications. IBM a fait quand même l'annonce dernièrement, puis je vais lire le texte pour être certain que je me trompe pas. C'est IBM Watson Recrutement, qui est un engin, une solution cognitive de gestion de talent qui va être en mesure d'assister, d'automatiser et prioriser la gestion du recrutement. Ça en dit beaucoup. Tu sais, imagine, si tu, comment je peux dire ça? Si tu informes ou tu donnes assez de données, parce que le cœur, tu disais tantôt, c'est de la donnée qui est importante, donne ça à un engin conversationnel. Imagine-toi si en plus tu rajouterais la reconnaissance vocale, il va être en mesure de pouvoir passer des entrevues sans même qu'il y ait un humain qui soit en arrière de ça. C'est simplement l'outil qui va permettre de faire le recrutement, puis à partir de ce moment-là, faire les premiers fils, puis aller aux autres étapes. Fait que ça reste que c'est déjà là dans nos industries. Ouais. D'ailleurs, l'intelligence artificielle ne se fait pas juste limiter à ça. On a fait beaucoup de webinaires là-dessus. Il y a toutes sortes d'applications et de domaines qu'on peut l'appliquer. D'ailleurs, ici, notre article nous dit que 13 des étudiants universitaires utilisent ChatGPT pour leurs travaux. Toi, Eric, qui est souvent en milieu universitaire pour des conférences ou aider les gradués dans tes travaux, comment est-ce que tu vois l'automatisation et l'intelligence artificielle? Mais justement, c'est une bonne statistique qui vient de la presse, qui vient pas du portrait TI, mais je trouvais que c'était important de l'ajouter. Mm-hmm. Et ce que ça me dit, c'est que finalement, il va falloir que les entreprises soient prêtes à utiliser ces outils-là. Et en fait, il faut qu'ils se préparent parce que, étant donné que ces étudiants commencent déjà à l'utiliser, puis ça, c'est juste un début, ça ne va faire qu'augmenter. Ces gens-là, une fois qu'ils seront sur le marché du travail, ils vont continuer d'utiliser les outils. On en a parlé déjà de la rétention des employés. Les employés, quand ils sont heureux, c'est parce qu'ils utilisent des outils souvent qu'ils maîtrisent, qu'ils acceptent, qu'ils sont confortables. Donc, il va falloir facilement utiliser ou préparer les entreprises à ce que des outils qui font beaucoup d'automatisation ou de l'utilisation de technologies Mm-hmm. à intelligence artificielle puissent entrer aussi dans l'entreprise pour retenir ces nouveaux employés. Ouais. Donc, l'automatisation est un excellent point d'entrée pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre, pour inciter nos jeunes à utiliser les nouvelles technologies et surtout, pourquoi pas de retourner en région, parce que nos industries en région ont besoin de ces effectifs-là qui vont avoir des meilleurs outils. Si je peux me permettre de rajouter, Pierre, c'est l'augmentation de la productivité, éliminer les tâches manuelles, puis pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Absolument, absolument. On a aussi on a discuté en entrée de jeu de l'info numérique. Ce que l'on voit dans l'étude, année après année, c'est à peu près la moitié des entreprises qui pensent qu'il y a un avenir dans l'info numérique. L'adoption est stable, toujours 48, 49, 50 donc ça ne croît pas et ça ne s'applique pas. Par contre, il y a toujours des facteurs de réticence. On voit dans l'étude que 13 des entreprises ne croient pas que l'info numérique est une solution pour eux. Ici, c'est important de noter que les entreprises de moins de 100 employés sont surreprésentées. Okay? Donc, il ne faut pas nécessairement se dire que comparer nos entreprises à des Desjardins ou des banques, etc., mais aussi qu'au Québec, on est une communauté d'entrepreneurs, donc des PME. Okay? Donc, c'est probablement normal qu'il y ait une réticence. Pour eux, 21 de ces entreprises pensent que l'info numérique est trop cher, que c'est pas assez sécuritaire
contrairement à ce que Éric nous a expliqué tout à l'heure, et que c'est trop complexe. Ce que je suggère, pour commencer, c'est qu'on va prendre un petit recul. Depuis 2020, on sait que les entreprises, 50% affirment que le futur dans l'info nuagique, ça s'est maintenu stable. On sait aussi qu'à peu près, année après année, 30% d'entre elles disent qu'ils sont devenus plus performants à cause de l'info nuagique. Performant, on parle affaires. Donc, tant mieux. Ça génère des affaires et la profitabilité, elle est meilleure. Par contre, c'est sûr que toute nouvelle technologie, on a des défis d'adoption et c'est toujours autour de 10% que les entreprises qui l'ont essayé disent c'est plus compliqué que je pensais. Ça, c'est probable parce qu'on avait un meilleur cadrage. On l'a mal identifié, on l'a mal utilisé, puis c'est dans n'importe quel projet, ça. Il faut bien quantifier pour utiliser. Donc, pour moi encore, c'est objectif. C'est pas nécessairement négatif. Ça me dit juste que les gens l'essayent au moins. Il y a encore une proportion de 10 à 13% qui pensent que c'est pas pour eux l'info nuagique. Donc, moi, je suggère quelques pistes pour ces entreprises, ces 13% qui pensent pas que c'est pour eux. En ce moment, dans la plupart des PME, une personne, un technicien va s'occuper de 80% des responsabilités TI. Imaginez si cette personne-là quitte. Qu'est-ce qui arrive? Donc, il faut trouver des moyens de diminuer ce risque-là. Parce qu'on le sait, avec la pénurie de main-d'œuvre, les gens quittent trop facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que l'on sait, c'est que l'info nuagique peut être adoptée dans des solutions qui sont très faciles. Tout à l'heure, Éric nous parlait de cyber-résilience au niveau de la sauvegarde des données. Pourquoi pas aller en sauvegarde de données en méthode info nuagique au lieu de faire ça localement? La messagerie, la collaboration, Office 365, Google Mail, etc. C'est de l'info nuagique, c'est de la collaboration. Les sites web, c'est la même chose. Donc, déjà, si on amène nos entreprises à sauvegarder en info nuagique, à utiliser la messagerie web en collaboration aussi et les sites web, déjà, on a fait un pas par en avant. Donc, moi, j'espère que le pourcentage de 50% va augmenter vers 60, 70. Pourquoi pas? Et aussi, dans la proportion de 50% à peu près qui sont motivés vers l'info nuagique, ils parlent d'une réduction de coûts. C'est vrai. Si on n'est pas obligé d'avoir une infrastructure pour sauvegarder les données et on laisse ça à un service info nuagique, ça va nous coûter moins cher d'infrastructure et de gestion. Même chose pour les messageries et même chose pour les sites web. Donc, pourquoi pas? C'est une excellente application pour se moderniser aussi, là, comme on parlait tout à l'heure. Maintenant, allons-y avec notre quatrième thématique, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit qu'il y a une amplification et une complexisation des enjeux de main-d'œuvre. Martin, je vais te lancer la balle. On a un défi d'attraction et de rétention qui cause des sérieux maux de tête. L'industrie des TI n'est pas différente des autres industries. Qu'en penses-tu? Sérieusement, ça en dit beaucoup, puis je vous dirais la majorité des entreprises vont comprendre, mais c'est très difficile de pouvoir recruter. On parle de 37% de difficulté de recrutement de ressources qualifiées. Et une fois que tu as la ressource, c'est de la garder, c'est 37%. On parle dans notre industrie que perdre un employé en technologie, c'est 3 fois son salaire de pouvoir le remplacer. Puis, ça en dit beaucoup, beaucoup sur comment l'état des entreprises avec les TI ont des difficultés. Plusieurs projets ont probablement, pas plusieurs, on le sait qu'il y a plein de projets qui ont été justement mis sur la glace parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir les livrer. Une entreprise sur 10 dans la statistique dit qu'il n'y a peut-être même pas les ressources pour faire face au changement continuel en technologie. Par contre, je reviens, puis ça revient un peu on va revenir à la prochaine slide, Pierre, si tu veux bien. Ça reste que des entreprises veulent de plus en plus externaliser leurs services vers des compagnies externes, comme Novipro le fait déjà pour plusieurs, que ce soit pour faire de la cybersécurité, de la surveillance, du déploiement, de la gestion. On est en mesure de répondre. Ce que ça permet à ces entreprises-là, c'est de vraiment se concentrer sur leur corps métier ou leur métier sur lequel ils sont bons.
Nous, c'est notre vie, c'est notre ADN, c'est notre quotidien d'être dans les technologies de l'information et ça nous fait plaisir de pouvoir donner ces services-là aux entreprises. Éric, on parlait de cyber-résilience. En quoi l'externalisation des services, ou que nous, on appelle dans notre jargon les services gérés, OK, peuvent aider nos PME en cyber-résilience? Ben, on l'a vu, la difficulté de faire de la cyber-résilience, c'est premièrement d'avoir un système de protection du côté cyber-résilience efficace, mais aussi tout le côté, les nouvelles normes, je dirais que on voit de plus en plus maintenant, comme par exemple l'immuabilité des données pour s'assurer que personne vient corrompre ou détruire les données qui sont sauvegardées. Ensuite, on parle beaucoup de air gap. C'est un concept qui isole les données du réseau. Donc, ça empêche toute personne à pouvoir accéder à la donnée. Donc, ça, c'est des concepts qui sont importants. Naturellement, avoir un système efficace qui va garantir aussi la sécurité de l'accès à cet engin de restore, si je peux dire. Tout ça, ce sont des choses que, par exemple, chez nous, Novipro, puis je te dirais dans les 2 dernières années, c'est pratiquement juste ça que je propose aux clients, c'est d'avoir des solutions qui vont permettre de faire un pas en avant énorme aux clients tout en se concentrant sur ses objectifs d'affaires parce que nous, on est des experts là-dedans. Donc, quand on externalise ces services-là, ce sont des services très faciles à externaliser, ben, on vient tout à coup euh, prouver qu'on a une gestion saine de notre sécurité, mais surtout, on vient pallier toutes les déficiences qu'on avait à l'origine et de façon, je pense, très simple. Ouais. Quand on parlait tout à l'heure d'hygiène informatique, c'en est un point où l'entreprise n'a plus à se soucier de ça. Nous sommes en charge de s'assurer de lui fournir une bonne hygiène à son informatique et faire en sorte qu'on le protège des attaques. Oui, puis tu sais, c'est tous les services externalisés, c'est du 24/7, 365 jours par année. En fait, que ce soit Novipro ou quiconque, les gens doivent reconnaître que euh, ça rencontre le défi de pénurie de main-d'œuvre. On n'est pas obligé d'attirer et de retenir et de former. Le système, le service externalisé le fait pour nous. Il se met à jour avec des nouvelles compétences dans tous les domaines que ce soit. Et c'est pour ça que 30% des entreprises souhaitent l'externaliser. Maintenant, pour ces entreprises-là, ceux qui ont goûté ont vu que c'est excessivement facile de le faire. C'est pas un travail qui est ardu, contrairement à installer un serveur ou mettre en place de la sécurité. Donc, c'est ce qui peut accélérer aussi la décision de passer, d'aller vers les services externalisés. Et on espère l'année prochaine être rendu à 40%. Pourquoi pas? Avoir un bon vœu. Pourquoi pas? Effectivement, Pierre, tu as raison. Effectivement, tu as raison. Donc, il nous reste quelques minutes, mes deux chers collègues. Je vais vous lancer une question à vous deux. Martin, Oui. en 2 minutes, En ton 2 minutes. résumé de l'étude TI qu'on vient de présenter. Les grands moments. Je vais dire en 3 mots, inflation, inflation, inflation et un quatrième, manque de main-d'œuvre. Sérieusement, c'est vraiment, probablement, c'est une des rares fois qu'on a à vivre une situation comme ça, mais je pense que les gens doivent bien saisir et comprendre que de sous-investir, c'est créer une dette, c'est créer des failles pour pouvoir, des breaches de sécurité, désolé mon anglicisme, puis que ce n'est pas un luxe. Les technologies doivent faire partie de la stratégie intégrée à l'entreprise directement ce qu'ils veulent faire et non pas penser que c'est un centre de coût, un mal nécessaire. Non, les pays devraient être attachés avec la stratégie globale de l'entreprise et de son futur. Et c'est comme ça qu'il va réussir à croître et grossir. D'ailleurs, Martin, si je faisais un parallèle à l'étude 2019, je me rappelle bien qu'on était en plein dans la pandémie. Les intentions d'investissement étaient au plus bas. OK? On est revenu quand même à une vitesse de croisière. OK? Donc, ce qu'on vit en ce moment, conditions économiques, etc., nous donne encore un ralentissement, mais on va revenir en vitesse de croisière. Donc, il ne faut juste pas avoir peur de se mettre le pied dans l'eau puis y aller.
Ouais, je pense que c'est le contexte économique et l'inflation qui ramène tout Ben ça. oui. Puis, les entreprises sont prudentes, veulent juste s'assurer, il va-t-il avoir une récession, pas de récession, ils veulent juste s'assurer de bien protéger leur avoir, en fin de compte. Éric, pour ta part, en quelques mots, tes grands constats de l'étude cette année? Et ça me prouve qu'on a encore beaucoup de travail. On n'est pas prêt de ralentir la cadence cette année. Il reste à faire énormément. Mais si je peux donner un conseil, c'est euh, ne sous-estimez pas le marché dynamique du piratage. Il faut savoir que les cyberattaques, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars par année. Donc, les gens sont extrêmement dynamiques, ils veulent l'argent et ils vont aller le chercher. Et moi, je trouve que faire de la sécurité en technologie de l'information, c'est un des domaines les plus difficiles. C'est extrêmement complexe. C'est un secteur qui touche à tout. N'essayez pas de tout faire vous-même. Utilisez des spécialistes à l'externe parce que vous avez besoin absolument de professionnels, notamment ce qu'on fait du côté cyber-résilience. Vous ne pouvez pas savoir le gain que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez des services externes pour tout ce qui est cyber-résilience ou cyberprotection. Absolument, absolument. Et pour Mais ma part, Pierre, oui, ouais, vas-y, Martin. je voulais justement, toi, Pierre, qu'est-ce que tu en as retiré? Je joue le bout d'animateur, excuse-moi, je ne veux pas te voler ton punch. Ah, Mais ben toi, moi, Pierre, j'ai ça parle. beaucoup appris de vous deux. Ce que je retiens, c'est dans le travail que je fais, je regarde toujours les motivations et les intentions des dirigeants d'entreprises et des TI. Lorsqu'on est sorti de la pandémie, il y a eu beaucoup de projets justement à moderniser, à se demander est-ce que je veux cloud ou pas cloud, cloud ou not to cloud, comme j'expliquais. On est rendu vraiment à un moment où les entreprises se posent les questions. Si ça m'arrive, je fais quoi? Je suis obligé d'être en ligne avec Eric parce que c'est dans la tête de tous les dirigeants d'entreprise. Si ça m'arrive, je fais quoi? Parce que les compagnies d'assurance maintenant l'exigent. Okay? Et ça touche pas juste la sécurité, mais ça touche aussi nos services d'info nuagique. Si j'ai une cyberattaque chez nous et qui m'empêche d'avoir tous mes serveurs d'identité, je peux même pas aller à mes applications d'info nuagique. Donc, il ne faut pas juste penser que c'est des applications locales. C'est pas vrai. Okay? Donc, ça touche tous les segments de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dedans dans les entreprises. Et aussi, je vois de plus en plus des travaux de modernisation via l'automatisation, qui est une excellente nouvelle. Donc, pour moi, l'étude TI, bon, on voudrait avoir des chiffres un petit peu plus hauts, mais c'était quand même dans le positif. C'était quand même dans le Ouais, positif. merci, Pierre. Merci, messieurs. Je pense qu'on est Merci rendu beaucoup. peut-être. À la période de Désolé. questions. Oui, Oui, c'est ça, Oui, je suis de retour. Bonjour, messieurs, ça va bonjour. bien? Très Félicitations bien. pour cette belle présentation fort enrichissante. On a appris de bien belles choses. On a maintenant une dizaine de minutes là, pour répondre aux questions du public. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas posé encore leurs questions, c'est le temps. J'en ai reçu déjà quelques-unes. Alors, j'irai d'emblée avec une première question. Euh, Quel est le prix moyen payé lors d'une cyberattaque? Oh, ben, je vais me permettre de prendre cette question-là. Euh, les entreprises, c'est une entreprise sur quatre. Le coût moyen ou approximatif d'une menace, là, on comprend, incluant, puis je veux juste m'assurer que j'ai les bonnes choses, mais incluant le coût de la rançon, le coût des ressources additionnelles et des pertes occasionnées, on parle de plus de 500 000 ce qui est pas peu dire. Si je peux revenir avec le point aussi, ce qui m'amène à l'autre point, c'est que juste 43 des entreprises canadiennes, telles qui ont été sondées, ont une cyberassurance. Donc, il y a un fort pourcentage d'entreprises qui n'ont même pas de cyberassurance parce qu'ils ne se qualifient déjà pas. Parce que Pierre, tantôt, Pierre Tacci disait, un des points, c'est d'avoir un plan de continuité des affaires juste pour être capable d'avoir cette assurance-là. Je vais ajouter un petit peu sur ton point, Martin. C'est lorsqu'on parle du prix d'une rançon, c'est pas nécessairement ce qu'on est obligé de payer. Dans les travaux que je fais, on identifie ce que ça coûte en temps humain à revenir aux activités, les données qu'on a perdues, donc se remettre sur pied.
Et c'est là, si je ne me tromperais pas, Martin, c'est que lorsqu'on parle d'un 500 000, c'est pas juste la rançon. Il y a un coût à Ah non, non, retenir. non, puis il y en a que c'est beaucoup plus que ça. Fait que Ça. on s'en va, c'est ça, une moyenne selon les entreprises que nous avons sondées. Exactement, exactement. Merci, Martin. D'ailleurs, en parlant de sécurité, j'ai une autre question ici qui demande, est-ce que le cloud est sécuritaire? Éric, Oui, je te laisse ben, ça à toi. oui, c'est ça. Oui. En fait, la réponse est simple, c'est oui. Mais il faut savoir aussi que du côté du cloud, il y a toutes sortes d'outils qui sont souvent très mal exploités. Il faut savoir que les grands fournisseurs cloud que vous connaissez tous, je ne les nommerai pas, vous les connaissez, ce sont des entreprises qui sont très sérieuses. Ils sont à cœur justement la sécurité de vos données. C'est pourquoi ils proposent des centres dans la majorité des pays pour s'assurer que vous pouvez être conforme au niveau de la législation locale. Mais bien souvent, ce que je vous dirais, c'est renseignez-vous sur ce que vous achetez quand vous utilisez un service infonuagique, parce qu'il arrive très souvent, je vois ça chez mes clients, que vous achetez des services ou des licences qui vous donnent accès à des fonctions de sécurité avancées et malheureusement, vous les exploitez ou la majorité les exploite pas ou très mal. Donc, prenez conscience que vous avez des outils de sécurité qui sont disponibles dans les services infonuagiques. Vous n'avez qu'à les exploiter pour s'assurer que vous avez une meilleure sécurité que si vous étiez même on-premise ou chez vous local. OK. Euh, pour Intéressant. continuer sur cette réponse, Éric, tout à l'heure, Martin nous disait que c'était la première fois que des, euh, des cyberattaques ne venaient pas de l'interne, et maintenant c'est rendu au niveau du périmètre. Okay? Ce qu'il faut expliquer, Martin, je vais me permettre, c'est que pendant de nombreuses années, les attaques autour de 80-85 venaient de l'interne parce que les malveillants profitaient d'une identité qui venait de l'interne. Donc, je prends Mhm. possession, j'agis comme si c'était ton poste de travail et vu que tu as accès à l'application qui est sur le cloud, mais je m'en vais voler des données. Donc, c'était pas le cloud qui était non sécuritaire. C'était qu'on ne protégeait pas l'accès à y aller. Okay? Ben, Et longtemps, les gens on n'ont pas revient, compris ça. mais Pierre, c'est parce qu'on revient tantôt à la statistique, je ne me rappelle pas, c'est 33 qui ont, il y a juste 33 33 qui vont utiliser des gestions non, d'identité fédérées. non, donc ils vont demander à pouvoir installer. Je veux dire, il y a une grosse portion qui installe déjà des choses comme ils veulent sur leur ordinateur et à partir de ce moment-là, ils rentrent directement. C'est comme partir sans barrer la porte. C'est même Mais pas, Exactement. la gestion des il y a une accès, pancarte qui marque que c'est ouvert. ouais. Mais la gestion des accès aussi est importante parce que, comme tu le dis, Oui, Pierre, effectivement, lorsqu'on prend contrôle d'un accès, on n'accède pas seulement à l'interne, mais à tout ce qui se trouve dans le cloud. Donc, le cloud est sécuritaire, mais si on laisse la porte ouverte, c'est ça. c'est ça. Justement, il y a beaucoup d'informations auxquelles penser quand on parle de TI. Là, c'est dense, vous le prouvez aujourd'hui. Donc, j'ai une question ici qui est intéressante qui dit, est-ce que je peux avoir de l'informatique en PME sans avoir de gens de TI? Est-ce qu'on peut se permettre ça en 2023? Moi, je crois que c'est le Certainement. modèle à adopter pour toute PME. Éric, dans toutes les fonctions d'informatique, d'administration que ben, toi, tu vois chez les clients, c'est ce que tu fais, améliorer ces fonctions. Est-ce que tu crois qu'une PME peut vivre sans administrateur de système? Moi, je crois que On, oui. on le voit de Je plus suis en plus. convaincu. En fait, la majorité des solutions qu'on fait maintenant, tout ce qui concerne la cyber-résilience, mais tout ce qui est les opérations, tout ce qui touche les opérations, bien souvent, on les associe avec un contrat de service géré. Parce que justement, les PME ou les petites ou moyennes entreprises n'ont pas la capacité d'avoir les bras nécessaires. On le voit avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile pour eux d'avoir des ressources. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir, en fait, d'utiliser des services externes et ne pas avoir de TI finalement à l'interne pour gérer les services. C'est très faisable parce que de plus en plus maintenant, il y a des entreprises comme Novipro qui sont capables en bout de ligne de prendre le contrôle complet des opérations d'une entreprise. Ouais. De plus en plus aussi, lorsqu'on achète une application d'entreprise, que ce soit un logiciel de gestion, mais la plateforme, elle est infonuagique déjà.
Donc, tout ce qui nous reste, c'est notre stockage, nos fichiers locaux. Ça pourrait être infonuagique aussi. Donc, on n'a plus rien à gérer. La messagerie est déjà infonuagique, collaboration, etc. Donc, le risque ne dépend de quelqu'un qui fait 80% des tâches informatiques. Ben, c'est pas mal atténué. Exact. Il y a plusieurs entreprises là, qui ont adopté l'infonuagique là, par Azure, Amazon, qui se plaignent de coûts astronomiques. Quelle est la solution selon vous? Pierre, peux-tu me permettre celle-là? Allez-y, mon cher collègue. Euh, Quand le cloud est arrivé, beaucoup d'entreprises ont pensé que ça allait être la terre promise, ça allait régler tous les problèmes. Ils ont décidé d'investir ou de se jeter dans l'aventure avec les différents services de cloud. Le problème là-dedans, c'est peu importe, c'est un coût-bénéfice. C'est avant même de prendre un choix ou une direction, ça va de soi que la première chose que tu veux faire, c'est de comprendre ce que tu cherches à résoudre. À partir de ce moment-là, tu vas aller l'analyser. Pierre, en 2016, nous avions monté structuré une méthodologie. Pierre et Eric ont travaillé ensemble. C'est, OK, tu vas aller dans le cloud, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Oui, mais ça va être économique comment? Puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues pour venir, je vais dire on-premise, mais sur site local. Mais avant ça, beaucoup de clients, beaucoup d'entreprises disaient on va être cloud first, on tout ce qu'on prend, on l'envoie déjà, on l'externalise. Aujourd'hui, ils reviennent, ils nous disent ben là, non, c'est cloud smart. Pourquoi cloud smart? C'est pas quand même, puis peu importe que ce soit le cloud. On parlait d'automatisation tout à l'heure, ou vous parliez de cyber-résilience. C'est avant d'acheter ou de consommer un bien ou un produit, un service, ça part avec une bonne gouvernance, ce que Pierre fait régulièrement. Ben, pas que fait, ça c'est pas partie de ta job, Pierre, d'accompagner nos clients à savoir, OK, avant de prendre une décision, avant de prendre action, avant de mettre de l'argent dans un produit ou un service, on va faire un step back, on va comprendre vers où tu vas aller. Le produit, à la fin, là, il répond à un besoin. Faut pas que le produit vienne te définir tes besoins. C'est toi, il faut qu'il définisse tes besoins. Et à partir de ce moment-là, tu vas avoir une décision éclairée par rapport à ça. Ouais. Pierre, tu veux rajouter par comment on appelle ça, le catch-22, là, le piège dans le cloud, oui. Et ça existe depuis une dizaine d'années. C'est facile d'accès, c'est facile de le construire, c'est facile de le provisionner. Okay? C'est à la demande. Tu peux bâtir ça, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, là, l'IT, parce que tu ne sais pas que quelqu'un s'est abonné, mais tu reçois la facture à un moment donné. C'est fait pour ça. Et les fournisseurs, quels soient-ils, ne te diront pas quand tu surconsommes. Ils ne te diront pas. Mais ils vont t'envoyer la facture. C'est ce qui va arriver. C'est dans le modèle. Okay? Donc, ce qu'il faut, c'est quand même quelqu'un au niveau de surveillance, en service géré, qui va regarder qu'est-ce qui se passe et s'assurer que c'est bien utilisé. Il n'y a pas de magie. On fait juste déplacer l'informatique. Mais d'une manière quelconque, il faut quand même avoir un œil attentif sur comment on dépense l'argent dans ce nouveau modèle-là. Et si on le fait bien, ça va être efficace. Il faut bien le faire. Donc, pour le cloud aussi, il faut comprendre qu'est-ce qu'on demande. Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'ai une question ici. Vous avez parlé plutôt de la loi C-25. Êtes-vous en mesure d'aider les entreprises dans l'application de celle-ci? Oui. Oui, parce que je fais ces travaux. Excuse-moi, Martin, je fais déjà ces travaux-là. On fait justement des audits je vais appeler ça la préparation à la conformité. Qu'est-ce qui te manque pour être conforme? Où est-ce que tu es couvert? S'il était pour avoir un événement de bris d'information. En fait, pour expliquer, la loi C-25, un bris d'information, c'est pas juste que mon nom soit disponible sur le web. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez détecté que quelqu'un a accès au système financier, que mon nom est dedans, puis qu'il n'aurait pas dû avoir? C'est un bris d'information. OK? Donc, c'est très granulaire comment on doit protéger l'information. Et oui, on fait des exercices pour amener les entreprises avec au moins les niveaux minimums qu'ils ont besoin pour être corrects, conformes envers la loi. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. On me demande ici, ça va être un petit peu sur votre portrait des TI, là. Sur quel échantillon les résultats ont-ils été basés? C'est un échantillon. Oui, ben,
Cette année, il y avait 635 entreprises pan-canadiennes, c'est-à-dire dans les différentes provinces. Ça nous permet de mesurer pas nécessairement juste la province de Québec ou l'Ontario, on a toutes les provinces par secteur. De là, on peut diviser en deux groupes les décideurs. Il y a 300 qui étaient des décideurs. Il y avait, puis là, je ne veux pas m'enfarger dans les chiffres, mais l'autre portion était subdivisée en des décideurs, mais pas en TI, et d'autres des clients des technologies d'information. Puis d'ailleurs, dans le document qui est plus exhaustif, on a aussi souvent des proportions par industrie et par région. Exact. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. On est déjà à la fin du webinaire. Déjà? Oui, ça a passé vite. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous aujourd'hui. Ça a été fort intéressant. On a eu de très beaux commentaires d'ailleurs. Merci pour cette présentation très instructive et riche en informations qu'on m'a écrit. Alors, Éric Cottenet, Martin Pelletier, Pierre Tocci, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de passer cette heure de lunch en votre compagnie. Vos contributions ont été précieuses et on espère que vous avez également apprécié votre expérience. Absolument. Plaisir partagé, effectivement. Tout à fait. Merci. Je tiens également à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et vos nombreuses questions. J'espère sincèrement que cette présentation a été utile et vous aidera à orienter vos prochaines stratégies TI. Si vous souhaitez approfondir les solutions qui ont été présentées aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter Novipro. Leur équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir toutes les informations supplémentaires. Donc, dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel pour revoir ce webinaire en différé. Si vous avez trouvé cette présentation utile et informative, je vous encourage vivement à la partager avec vos collègues qui pourraient également en bénéficier. La diffusion de ces informations peut contribuer à renforcer la connaissance et à favoriser une compréhension plus approfondie des TI. Ce webinaire va être disponible pendant une durée de 6 mois. Donc, avant de quitter la plateforme, je vous rappelle que je vous invite à prendre quelques instants pour remplir le questionnaire de satisfaction. Vos commentaires sont très, très précieux là, pour nous. Là, vous savez ce que c'est pour améliorer nos futurs événements, pour connaître votre appréciation de ce webinaire-là aussi. Donc, c'est tout pour moi. Encore une fois, un grand merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée.